avec les pays africains. Un sommet qui va tabler sur ce problème s'ouvre ce lundi à Washington. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains effectueront les déplacements de la capitale américaine. Et puis pendant la semaine, les FARDC et la MONUSCO avaient lancé l'opération de sensibilisation des ADF au désarmement volontaire. Celle-ci visait également la libération volontaire de personnes qui seraient prises en otage dans certains villages du Nord Kivu. Merci une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information rétrospective qui va devoir démarrer avec l'actualité. Washington, capitale des États-Unis d'Amérique, abrite à partir de ce lundi 4 août le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Ce sommet, le premier du genre dans l'histoire du pays de l'oncle Sam et qui connaîtra la participation d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements des pays africains, va tabler sur les échanges commerciaux. Washington veut donc recadrer son engagement envers le continent noir en raison de la nouvelle concurrence de la Chine qui se rend très visible avec d'importants projets d'infrastructure. Les questions de la démocratie et de la bonne gouvernance seront également évoquées au cours de ce sommet. Et retenez que le chef de l'État de la République démocratique du Congo est déjà arrivé au pays de l'oncle Sam à la tête d'une forte délégation. Joseph Kabila Kabange va donc prendre part à ces sommets. Et puisque nous parlons de ces sommets, retenez qu'il fait l'objet de plusieurs interprétations quant à l'avenir de certains dirigeants africains. D'aucuns pensent que la grande messe de Washington a pour finalité de redéfinir la politique des États-Unis d'Amérique avec les pays africains. Suivez à ce sujet les propos du professeur Philippe Biyoya et d'Oscar Ntsaman. Ce qu'il nous faut aujourd'hui faire, c'est comment? Moi, je pense qu'en invitant le président de la République, c'est qu'Obama a confiance en lui. Obama veut l'entendre. Obama veut comprendre comment il voit le Congo aujourd'hui, il voit l'avenir du Congo. Ça, c'est au président de dire ça. Parce que c'est le chef de l'État en nous qui connaît les forces et les faiblesses de notre pays. C'est le chef de l'État là, avec les années qu'il a passé à la tête du pays, il sait dire exactement quel sera l'avenir du pays sans lui. Je crois que les Américains, ils décideront de l'alternance avec le président Kabila. Je ne pense pas que ces gens-là, dans la manière dont ils fonctionnent, ils peuvent décider l'alternance contre le président. C'est avec lui qu'ils voudront le décider. C'est avec lui qu'il faut étudier l'économie, en fait, de cette évolution de temps. Parce que comme je vous dis, et je crois sincèrement, que si nous sommes sereins, et si nous comprenons que l'Amérique là ne nous tape pas sur la tête, mais l'Amérique en fait attire notre attention et que l'Amérique veut savoir si nous voyons l'avenir du Congo en rapport avec l'avenir de l'Amérique et l'avenir de l'Europe. C'est tout ça. Les priorités pour l'Afrique, c'est de profiter de l'occasion pour montrer aux États-Unis que l'Afrique n'est pas un continent bébé. Maintenant, les choses ont changé. Il faut que ça change davantage dans le sens de voir les Africains se prendre en charge. Et les Africains devront se prendre en charge pour que le développement soit réellement leur développement. Sinon, on va miroiter n'importe quel programme, n'importe quelle stratégie, mais qui, en fait, ne pourra que servir celui qui l'aura conçu. Ils doivent ouvrir l'œil et le bon, apporter tout ce qu'il y a comme connaisseurs, apporter tout ce qu'il y a comme savants africains pour pouvoir analyser à la loupe tout ce qui est proposé comme stratégie au niveau de ces discours. En politique, au Congrès national congolais, les activités ont pris une vitesse de croisière après le territoire de Madimba dans le Bas-Congo. Le secrétaire permanent de ce parti politique est descendu à Kisenso, l'une des communes de la capitale, où il est allé sensibiliser les membres de son parti politique sur les élections locales, municipales et urbaines. José Olitomake, Ben Mondo pour le reportage.
C'est une délégation du CNC conduite par son secrétaire permanent, Jeff Kiové-Lubo, qui est allé visiter sa base de Kisenso. Dans sa gibecière, un seul message apporté aux militants et militantes de ces partis, chers au député national Pius Mwabulumbayo Mukala. L'heure est à la préparation des élections et non à la distraction. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, le secrétaire permanent de ces partis politiques a présenté tour à tour la délégation qui l'a accompagnée. Après son adresse, Jeff Kiové-Lubo a demandé aux militants de Kisenso de prendre conscience et de participer massivement aux élections locales, urbaines et municipales. Nous avons initié des visites régulières au niveau des sections pour nous rendre compte du travail qui est en train d'être fait. Il y a quelques jours, nous étions à Madimba. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'improviste voir les comités sectionnaires de Kisenso et aussi relayer les messages du camarade président national. Vous savez qu'il y a quelques jours, le CNC, par l'entremise du président national, le camarade Pius Mwabulumbayo a pris une position ferme par rapport à plusieurs questions de l'heure. Et donc il était temps pour nous également, au niveau du secrétariat permanent, de venir relayer ces messages au niveau de la base. Et c'est ce que nous avons fait à tous les militants et à toutes les militantes de Kisenso. Nous sommes très contents de recevoir notre 02 à Kisenso et nous avons bien reçu le message pour réveiller notre parti à Kisenso. Signalant par ailleurs qu'au Congrès national congolais, les activités ont pris une vitesse de croisière par rapport aux enjeux de l'heure. Ouvrons à présent la page rétrospective de ce journal avec l'opération de sensibilisation des ADF au désarmement volontaire à Béni. Nous sommes là au Nord Kivu. Depuis lundi, la MONUSCO, les FARDC avaient largué à partir d'un hélicoptère onusien des tracts dans certains villages où 200 à 300 personnes seraient prises en otage par ces rebelles ougandais. Les FARDC avaient voulu, par cette opération, obtenir la libération volontaire de ces otages. Dans l'entretemps, la pression militaire était toujours d'actualité. Commentaire, Philémon Lohonga Longonia. Selon les forces armées de la RDC et la MONUSCO, cette opération vise à exhorter les rebelles ougandais de l'ADF, encore réfractaires, à déposer les armes. Un hélicoptère de la MONUSCO a largué des tracts dans certains villages de Béni au Nord Kivu, où 200 ou 300 personnes seraient prises en otage par ces rebelles. Les forces armées de la RDC voudraient obtenir par la même occasion la libération volontaire de ces otages. Les villages qui sont les plus concernés sont Abia, Bango, Manzati, Kakuka et Kayinama. Le porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu, le colonel Olivier Hamouli, ces otages sont des boucliers humains pour les ADF et les FARDC voudraient épargner la vie des civils. Le colonel Olivier Hamouli estime par ailleurs que les ADF qui ont subi des lourdes pertes depuis le début de cette année, dont la traque est lancée contre eux par les FARDC et la MONUSCO, n'ont plus d'autre choix que de déposer leurs armes. La MONUSCO et les FARDC conjointement sont en train de larguer des tracts dans la région de Béni pour inciter les éléments du groupe ADF à se rendre afin de participer au processus de DDR3R en cours afin de mettre fin aux souffrances des populations. Donc, ces derniers jours, nous avons eu très peu de rééditions. Il faut noter que ces 48 heures, nous avons eu un seul Maïmaï FPC à Nianzalé. Il faut noter que des différents groupes, au cours de ce mois, nous sommes pour l'instant à 50 rééditions. On renseigne aussi que les ADF sont déjà asphyxiés. L'étau s'est resserré sur ces rebelles et il ne reste qu'un petit triangle là où ils sont coincés vers la rivière Abia, au-delà du pont Semouliki, ainsi que la rivière Bango. L'opération Sokola nettoyée, lancée à la mi-janvier 2014 avec l'appui de la MONUSCO, a permis aux forces armées de la RDC de récupérer plusieurs villages et autres bastions occupés par les ADF qui commettent des exactions contre les populations civiles à Béni dans le Nord Kivu. Les FARDC n'ont pas lâché prise. La politique des carottes et du bâton reste d'actualité. L'éradication de toutes les forces négatives, dont les ADF, reste l'objectif à atteindre des grés ou des forces.
Et puis mardi, à travers une déclaration lue par le président national du Congrès national congolais, Pius Mwabilumbai Mukala, il était question de rappeler à tout le monde que l'heure était à la préparation des élections et non à la distraction. Reportage José Olitomake et Ben Mondo. Faux procès, vrai débat, c'est autour de ce thème que s'est focalisée la déclaration politique du Congrès national congolais, CNC, par rapport aux enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. L'honorable Pius Mwabilu, président national du CNC, est clair. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. À l'opposition de ne pas faire ce procès d'intention. C'est un faux procès car à ce jour, ni Joseph Kabila Kabange, ni le secrétaire général de la majorité présidentielle, ni même le porte-parole du gouvernement n'a dit que Joseph Kabila est candidat aux élections présidentielles non encore convoquées de 2016. Faux procès, car au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange, pour paraphraser encore une fois l'honorable Obé Minaku, n'a pas encore accompli 60% de son mandat. Son mandat court jusqu'en décembre 2016. Il a donc le droit d'exécuter sans distraction son plan d'action, son projet de société et son programme gouvernemental jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Le reste n'est que débat scientifique et débat politique que tout Congolais est libre d'engager. Quant à nous, nous pensons que la révision constitutionnelle est tout à fait constitutionnelle et démocratique. En effet, il est clair que l'article 220 de la Constitution stipule que la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. On les appelle des dispositions verrouillées de la Constitution et personne ne peut les déverrouiller. Mais, la même Constitution, par son article 218, prévoit que l'initiative de la révision constitutionnelle peut venir, premièrement, du président de la République, deuxièmement, du gouvernement après délibération en Conseil des ministres, troisièmement, de l'Assemblée nationale ou du Sénat à l'initiative de la moitié de ses membres. Et cinquièmement, d'une pétition signée par au moins 100 000 personnes. La même disposition précise que la révision constitutionnelle n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Toutefois, poursuit le même article, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 des membres les composants. Camarades, mesdames et messieurs, distingués invités, à la lumière de ces dispositions de la Constitution, il apparaît qu'il n'est pas interdit de réviser la Constitution, même pour des dispositions que le peuple a verrouillées à l'article 220. Il est permis de saisir le même peuple par un référendum pour qu'il se prononce sur le maintien ou non du verrou. Si le peuple décide de déverrouiller ces dispositions, nous nous inclinerons, nous tous, démocratie oblige. Le CNC, ce parti politique de la majorité présidentielle, s'en remet au peuple congolais pour un référendum, pour une révision constitutionnelle, même pour des dispositions verrouillées. Et puis, la stratégie de transparence et de participation citoyenne dans l'élaboration du budget de l'État a franchi un pas supplémentaire, c'est là, avec le séminaire d'orientation budgétaire exercice 2015. Ces assises nationales qui ont visé faire participer les partenaires du gouvernement et la société civile à l'élaboration de la loi de finances ont été clôturées mercredi dans la soirée. Patrick Mpezo-Zanetti, Chims Kapangala pour le reportage.
Le séminaire d'orientation budgétaire sur l'exercice 2015 est une rupture avec les anciennes pratiques qui faisaient de l'élaboration du budget de l'État l'apanage des institutions du pays. Cette nouvelle manière de faire, instaurée depuis près de 3 ans par le vice-premier ministre ayant en charge le budget, a permis à la société civile et aux partenaires techniques et financiers du gouvernement de lui faire des propositions pour améliorer ses politiques. Comme vous l'aurez certainement constaté, ce séminaire n'est pas organisé pour la pure forme. Il répond à une logique ainsi qu'à une démarche qui mène vers une meilleure formulation des politiques publiques, une meilleure programmation des actions et un meilleur reflet de celles-ci dans le budget de l'État. Les critiques, les suggestions, les recommandations émises par vous au cours de ces assises permettront d'améliorer le document de programmation budgétaire des actions du gouvernement avant son adoption en Conseil des ministres et sa transmission au Parlement dans le cadre de l'examen et du vote de la loi des finances pour l'exercice 2015. La mise en œuvre des politiques publiques est de la responsabilité de chaque ministère sectoriel et du gouvernement, bien sûr, qui a l'obligation de travailler dans la transparence. Avec ces séminaires, la stratégie de transparence et de participation citoyenne est sérieusement avancée. De l'avis des participants à ces séminaires, de telles assises sont de véritables indicateurs de la gouvernance participative en République démocratique du Congo. Restons dans ce domaine pour parler de la province énergétique et stratégique du Bas-Congo qui regorge de nombreux atouts pour y investir. Simon Bosso, commissaire provincial au plan de cette province, en avait fait part à l'assistance venue participer aux journées portes ouvertes organisées à la Foire internationale de Kinshasa. Richard Chako-Kanyengele, reportage. Aux côtés de plusieurs orateurs, parmi lesquels les ministres nationaux du plan et suivi de la révolution de la modernité, Célestin Funabandi, les commissaires provinciaux au plan Simon Bosso et représentants du gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadoussitou, a exposé à l'intention de l'assistance sur les possibilités d'investir dans les Bas-Congo avec ses nombreux atouts et potentialités. Le Bas-Congo a des atouts très importants pour son développement et son émergence et pour entraîner l'émergence et le développement de notre pays. Le premier atout, ce sont nos ressources naturelles. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons l'hydroélectricité. Nous avons donc ces atouts-là que Dieu nous a donnés, qui ne vont jamais s'épuiser, que nous pouvons exploiter tout au long des siècles et des siècles. Nous avons les hommes, 5 millions d'habitants aujourd'hui, et nous sommes, je crois, la province avec le taux d'occupation au kilomètre carré le plus élevé, et nous avons un capital humain, des gens bien formés. Le Bas-Congo est doté de bonnes écoles, nous formons de bons cadres et des hommes industrieux, donc qui aiment le travail et qui ont la réputation d'être intègres. Donc c'est un grand atout. Troisième atout, nous avons l'efficacité du gouvernement provincial. Nous avons sous la direction de Jacques Mbadou un gouvernement qui a opté pour une gestion axée sur les résultats. Chaque ministère a un plan de performance et une lettre de mission pour pouvoir suivre la réalisation et l'exécution de ces programmes. Pour Simon Bosso, le Bas-Congo en sa qualité de province énergétique occupe une place stratégique sur le plan national et international compte tenu de son ouverture au monde par les ports internationaux de Matadi et de Boma, ainsi que l'embouchure du fleuve Congo à Mwanda. Parlons santé à présent dans ce journal. Renforcer les mesures sanitaires pour plus de vigilance dans la surveillance épidémiologique en RDC. Voilà l'essentiel de la réunion de crise tenue jeudi entre le ministre de la Santé, des Transports et de l'Intérieur ainsi que les partenaires en santé. La raison de cette réunion de crise est la montée au niveau 3 de la fièvre hémorragique d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Reportage Astrid Mbouyi, Madongala, Clarisse Ekoko et Chims Kapangala.
L'alerte lancée concernant l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola en Afrique de l'Ouest ayant atteint le niveau 3 a obligé les services sanitaires de la RDC à prendre de nouvelles dispositions pour protéger les peuples congolais. Au cours de cette réunion de crise mettant autour du ministre de la Santé, ses collègues de transport et de l'Intérieur, ainsi que les organes techniques du gouvernement et les partenaires en santé, Félix Kabange-Numbi a rappelé le respect scrupuleux des mesures élémentaires d'hygiène, le renforcement de la surveillance épidémiologique et l'hygiène aux frontières. L'OMS a élevé le seuil d'alerte au grade 3, qui est le grade le plus élevé. Il y a quelques jours, il y a eu une rumeur sur un cas suspect. Il s'agit d'un cas suspect qui a été identifié à Dingila dans la province orientale. Les prélèvements ont été faits et je tiens à rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale que ce cas identifié comme cas suspect à Dingila s'est avéré négatif au virus Ebola. Nous avons un système de surveillance efficace avec des sites de surveillance sentinelles, avec des partenaires étatiques et non étatiques, des partenaires issus également des ONG tant nationales qu'internationales qui nous accompagnent dans cette surveillance. Il n'y a pas d'Ebola à Kinshasa, encore moins en RDC. Toutefois, la population est appelée à respecter les mesures sanitaires. Quittons le monde de la santé pour celui de l'éducation. Clôture officielle le jeudi 31 juillet de l'année académique sur toute l'étendue du territoire national. L'Institut supérieur de commerce de Kinshasa-Gombe n'a pas dérogé à la règle. Il a donc largué sur le marché de l'emploi 650 diplômés de graduats des licences qui ont satisfait à la première session. Neftali Bomoutala, Madeleine Ongala, Patrick Pezozanetti et Dadi Ouba signent le reportage. L'ambiance était totale à l'Institut supérieur des commerces ISC. La remise des titres de graduats et des licences aux lauréats de l'année académique 2013-2014 a eu lieu ce jeudi dans l'enceinte de cette institution. Sur 3650 candidats à la première session, seulement 650 ont réussi, soit 18% ont terminé leurs études de graduats et des licences en sciences commerciales, informatique de gestion, comptabilité et fiscalité. Voilà qui fait la joie de ces lauréats. Bon, je suis tellement contente parce que j'ai fini mes études, quels que soient les problèmes qu'on a dit à parcourir, mais quand même on est vainqueur. Donc c'est très heureuse. Je suis contente, très ravie même de les témoigner. Après une longue difficulté, vous connaissez vous-même les études. Il faut s'oublier, savoir s'oublier pour entamer, avoir une réussite. Nous nous sommes oubliés jusqu'à arriver à ce jour. Ces lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leurs souhaits. Avec la formation réussie ici, je pense que nous avons maintenant l'obligation de servir pour les pays. Et quant aux dirigeants du pays, ils nous doivent que de l'emploi et nous, en retour, nous allons bien travailler car nous avons une bonne formation. Cette cérémonie a permis au directeur général de l'ISC, Alphonse Mviboudou, de mettre les vœux de voir son institution prospérer à tous égards. La sanction que doivent infliger les autorités de la police nationale congolaise aux éléments de la police des circulations routières qui avaient agressé les journalistes des Molière Télévision préoccupe les responsables des organisations professionnelles de médias. Une délégation de ces responsables a échangé donc lundi à ce propos avec l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Jean de Dieu Oleko. Madeleine Ongala, Richard Chako pour le reportage. Une semaine après le passage à tabac d'une équipe de reportages de Molière Télévision et du saccage de quelques matériels de cette chaîne de télévision par les éléments de la police de circulation routière, l'inspecteur général de la police nationale a tenu à apaiser une délégation des responsables des organisations professionnelles des médias venus les rencontrer ce lundi. Jean de Dieu Oleko, qui a salué la démarche des journalistes, a par ailleurs condamné le comportement de ces policiers avant d'exhorter le responsable des médias à veiller au contenu médiatique. Pour lui, il y a des journalistes qui diffusent des informations à la limite du tolérable. L'inspecteur général de la police a rassuré ses interlocuteurs que les auteurs de ces actes seront punis. Nous compatissons et
condamnons avec la dernière énergie le comportement on ne peut plus antidémocratique et non professionnel dans les comportements, n'est-ce pas, de ceux qui se sont illustrés dans l'un ou l'autre cas. Les souhaits d'identifier ces policiers qui se sont retrouvés dans la rédaction des Molières Télévision a été partagé par le directeur des Freedom for Journalistes, Désiré Kazadi. Les FFJ demandent à ce que ces policiers soient sévèrement punis selon la loi. Nous serions très heureux que ces policiers soient sévèrement sanctionnés à l'aube de la loi. Satisfaction du président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, Kasonga Chilunde, Joseph Boukar, qui réclame au préalable que les policiers ayant posé ces actes soient identifiés. La première des choses, c'est de dire merci à l'inspecteur général de la police pour ce temps précieux qu'il nous a réservé. La deuxième des choses, c'est de dire merci à l'inspecteur général de la police pour avoir reconnu que ces policiers ont fauté et qu'il a même précédé les événements en arrêtant tous ceux qui sont compromis dans ce dossier. C'est donc clair, les journalistes congolais attendent de voir les auteurs de ces actes ignobles être punis pour que ce comportement ne se répète plus. Et puis, le vendredi 1er août dernier, les parents étaient à l'honneur. Comme chaque année, la République démocratique du Congo a célébré les matins les parents morts et l'après-midi les parents vivants. À cette occasion, les cimetières de Kinshasa ont été envahis par la population venue entretenir les tombes et rendre hommage aux parents disparus. Neftali Boamoutala, David Fidel Louzole Ben Mondo pour le reportage. Le cimetière de la Gombe était envahi ce vendredi 1er août par la population congolaise. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux étaient tous venus rendre hommage à des êtres chers. Munis de seaux d'eau, balais, boîtes de peinture et fleurs, avec un seul objectif, entretenir les tombes des membres des familles disparues. Ce matin, nous pensons à nos parents morts. L'après-midi, ça sera pour les vivants, comme c'est la fête des parents. Et c'est comme ça que nous sommes venus voir nos parents. C'est notre grand frère qui a beaucoup travaillé pour la famille. C'est pour cela, chaque temps, s'il y a le 1er août, je viens pour honorer sa mémoire. Et premièrement, je veux dire que nous ne venons pas pour parler avec les morts, nous sommes chrétiens et nous venons pour la propriété. Cette journée a permis aussi à certains parents de dire un mot aux leurs qui se retrouvent à ces jours à l'au-delà. Ta maman est venue te voir, avec maman Margot, qui t'accompagnait, les gens qui t'aimaient, les gens qui t'entouraient, les gens de la CVM, les bien qui t'ont beaucoup aimé. Ils savent ce que de parler, de prier pour toi. Et moi, ta maman qui suis restée seule. Je ne te quitterai jamais, tu ne m'as jamais quitté. Si pour les uns, la découverte des tombes était facile, pour les autres, par contre, c'était la désolation. Certaines des tombes retrouvées ou non sont dans un état de délabrement qui ne laisse personne indifférente. Depuis 8 heures. C'est depuis 8 heures que je suis ici. Je cherche la tombe de mon père qui est mort en 2001. Je ne l'ai pas trouvé. Comme tous les 1er août, c'était les moments de pleurs et de méditation. Voilà. On va terminer par la religion. Les musulmans de la République démocratique du Congo avaient clôturé le lundi 28 juillet le mois de Ramadan. Pendant 30 jours de privation, le croyant musulman n'était autorisé qu'à faire du bien, garder la sainteté et ne manger qu'après 18 heures. Fini le Ramadan, mais la sainteté ne devra disparaître dans la vie des croyants musulmans. C'est le message clé de Cheikh Ali Mouni, représentant légal de cette communauté. Le reportage a été tourné par René Pamphile Kayombo et Francis Siamundele. Ils viennent de clôturer le mois de Ramadan au stade de martyrs de la Pentecôte. C'est la fête qui commence. Si pendant 30 jours de privation, les musulmans ne pouvaient manger qu'après 18 heures, tel n'est pas le cas en ce jour de clôture.
les sucrés se prennent à souhait, accompagnés des gâteaux ou des petits pains, en attendant le repas copieux dans différentes familles musulmanes. Que retenir de ce temps de carême? C'est la période dans laquelle tout musulman a eu cette conscience de faire le bien envers le prochain, que ce soit musulman ou chrétien ou tout le monde. Donc c'est vraiment une grande fête, c'est la fin du mois, de la période du Ramadan. Une période exceptionnelle d'abord, de 30 jours, c'est-à-dire si nous faisons du bien, nous devons encore maximiser le bien, multiplier encore le plus les œuvres de bienfaisance. Spirituellement parlant, ça nous a profité dans beaucoup de choses, parce que c'est un mois où on demande vraiment le pardon à Dieu. C'est un mois où on est pur, on évite tout ce qui est l'impureté, tout ce qui est péché. On marche dans le droit chemin. Dans son message, le représentant légal de la communauté islamique au Congo, Cheikh Ali Mouini, a exhorté les croyants musulmans à maintenir l'atmosphère de prière et de sainteté après le Ramadan. Message reçu avec satisfaction. On ne revient pas dans la vie normale, on va continuer avec cette allure. C'est vrai que le Ramadan est fini, mais on reste musulman pratiquant et on ne va pas revenir dans le péché, dans le n'importe quoi là, non. On va continuer avec cette allure bien que le Ramadan est fini. C'est la prière pour la restauration de la paix en RDC qui a sanctionné la cérémonie de clôture du mois de Ramadan. Ce journal est dédié à toute la population de Béni, au Nord Kivu. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir. ebelemi mpe ezali kopesa nzela na bainvestissement na limemia nyonso na bolandisi ya standard international mpe ya oada na yango esika obele moko epesameli baye nyonso balingi kofungola basosiete na bango na mikolo misato kaka ebyangami guichet unique d'entreprise mpe bakozwa talo moke ya mpako mayema tali secteur minier, douanier, investissement to mpe anticorruption mobeko ya sika ezali kosala eteni monene ya mabele ya mboka ekopesa bilei malamu 80 millions d'hectares eteni molai ya banzela ezali kosalema 150 000 km mpe bandako ebele ezali kotongama 12 millions mayema kolakisa botombwami ya malamu fibre optique mpe ezali kosunga connexion économie mpe to ya croissance ya mboka ekoya malamu mingi bayela yambo esengelamaki kosalema esalami mpe mboka ezali kotonga balolenge ya sika mpe lisusu ekopesa nzela mpona bainvestissement ya sika oyo ezali biyebi kolakisa bozaleli ya kongo ya sika. Satisfaire sa clientèle, Orange a lancé depuis le 9 mai 2014 la promo Brésil Yambanga, donnant la possibilité à ses abonnés de gagner du cash et un voyage plus séjour au Brésil. Le principe est simple. Pour participer, il suffit d'envoyer le mot Orange par SMS au 46 000. Plus vous répondez aux questions, plus vous augmentez vos chances de gagner. Chaque jour, 90 000 francs congolais. Chaque semaine, 450 000 francs congolais. Et le grand prix, 4 500 000 francs congolais cash. Ce n'est pas tout. La grande surprise de cette promo, c'est le voyage plus séjour au Brésil que Orange offre à ses abonnés pour vivre en live le pays de la samba. Orange, une marque généreuse qui donne toujours un peu plus à ses abonnés, a encore une fois de plus tenu sa promesse. Ce samedi 14 juin 2014, sur la place publique devant le jardin zoologique de Kinshasa, où a été organisée la première cérémonie des remises de prix de la promo Tombola Brésil Yambanga. La joie était à son comble. Tour par tour, plusieurs gagnants ont reçu leur lot du cash. 90 000 francs congolais, 450 000 francs congolais. Cette promo à la dimension nationale a permis à messieurs Sélé Moulamba de Bougimaï de gagner un voyage plus séjour au Brésil. Nga Junior Moulamba na sepeli mingi
mpona komona ndeko na nga lukusa bukasa Jean-Pi azwi billet d'avion mpona kende visiter Brésil esali nga esengwa trop eza na bato mosusu banda oloba kutunga kaka moto ya liboso akolobaka o bazwaka bandeko na bango bazwaka bani mais esali nga plaisir ndenge ndeko na nga azwi esali nga babien makasi. Merci Orange. Je vous invite tous à pouvoir participer à ce jeu Tombola qui procure beaucoup de plaisir à nos abonnés. Et vous qui n'avez pas encore reçu, acheté notre SIM Orange, cette SIM qui vous procure beaucoup de bonheur, cette SIM qui vous procure des avantages en termes d'appels, en termes de data, en termes de SMS. Nous vous invitons à pouvoir aller dans nos boutiques et acheter notre SIM Orange. La promo brésilien Bangai continue jusqu'au 9 août. Vous aussi, vous pouvez gagner un voyage plus séjour au Brésil ou encore du cash. Chaque jour, 90 000 francs congolais. Chaque semaine, 450 000 francs congolais et 4 500 000 francs congolais à la finale. Pour participer à la promo, envoyez Orange au 46 000 et répondez aux questions. Communiquer change avec Orange. La vie change avec Orange. RTG World, mieux qu'une chaîne, un monde. Chers abonnés de Vodacom Congo, bonjour.